titan de l'industrie, milliardaire self-made, habitué à plier le monde à sa volonté, était assis dans un restaurant luxueux de Manhattan. Son objectif pour une démonstration de cruauté ce soir-là était une serveuse, une femme qu'il ne voyait que comme un fantôme en uniforme noir et blanc, invisible dans son monde d'élite. Lorsque son arrogance atteignit son apogée, il déclara à voix haute dans toute la salle qu'elle ne savait même pas lire le menu. Il venait de commettre une erreur catastrophique. Il ignorait qu'il s'adressait à une femme qui avait autrefois vécu dans un monde bien plus raffiné que le sien. Une femme qui possédait une arme secrète dévastatrice à laquelle il ne s'attendait pas. C'est l'incroyable histoire vraie de comment quelques mots en français impeccables n'ont pas seulement réduit ce milliardaire au silence, mais ont aussi détruit son univers. Le reflet qu'Isabella Rossi voyait dans la surface polie de la machine à café était celui d'une étrangère. C'était une femme aux cheveux sombres tirés en un chignon strict, avec quelques mèches légères sur les tempes, seul signe de rébellion. Ses yeux couleur miel chaud portaient une profonde fatigue, déplacée pour une jeune femme de 26 ans. La chemise blanche et le tablier noir étaient son uniforme, mais pour Isabella, c'était un costume, un linceul pour celle qu'elle avait été autrefois. Chaque service au restaurant Lucien commençait ainsi. Un moment de dissociation, un regard sur le fantôme d'elle-même, avant que le rythme impitoyable du restaurant ne l'engloutisse. Lucien, le ciel étoilé, était l'un des restaurants français les plus exclusifs de Manhattan, un temple de la gastronomie où le 1% des plus riches murmuraient des affaires autour du foie gras et célébraient leur victoire avec des bouteilles de Château Pétrus valant plus que son loyer mensuel. L'air vibrait de murmures confiants et du tintement de l'argenterie. Christofle, Bernardo, une délicate symphonie de richesse. Pour les clients, c'était un rêve. Pour Isabella, c'était un champ de bataille. Chaque table était un champ de mine de condescendance, d'impatience ou de mépris flagrant. Elle avait appris à se déplacer avec une grâce surnaturelle. Ses pas étaient silencieux sur la moquette épaisse. Elle maîtrisait l'art du hochement de tête discret, anticipait le remplissage des verres d'eau, et offrait un sourire qui touchait ses lèvres mais rarement ses yeux fatigués. Elle incarnait l'invisibilité professionnelle. Ce soir-là, le tablier semblait plus lourd que d'habitude. Avant son service, elle était allée à la clinique avec sa mère, Sophia. Les paroles du médecin, prononcées d'un ton clinique doux, résonnaient encore dans sa tête, dissonantes avec la mélodie raffinée du restaurant. Le nouveau médicament est cher. Nous voyons des signes positifs, mais le traitement doit être agressif. Agressif signifiait cher. Cher signifiait plus de services, moins de sommeil et une dépendance encore plus grande aux pourboires généreux, ou souvent maigres, laissés sur des plateaux d'argent. Sa mère, la femme qui lui avait appris à apprécier l'art, à lire Baudelaire en français et à garder la tête haute en toutes circonstances, était désormais prisonnière d'un petit appartement au 2e étage dans le Queens. Son monde s'était rétréci à cause de la maladie et de la faillite financière. La faillite était arrivée brutalement, comme une bourrasque d'été qui fait chavirer un navire sans prévenir. Son père, Nicolas Rossi, était un célèbre critique d'art et conservateur de confiance pour les collectionneurs les plus exigeants du monde. Il leur avait créé une vie riche non seulement en argent, mais en culture. L'enfance d'Isabella s'était déroulée entre un appartement baigné de soleil avec vue sur Central Park et un charmant appartement dans le quartier de Lamarck à Paris. Le français n'était pas pour Isabella une langue apprise à l'école. C'était la langue de sa jeunesse, week-end au Louvre, conversation avec les collègues parisiens de son père autour de croissants et de café. Mais ensuite vint la trahison. Un investissement catastrophique orchestré par un partenaire en qui son père avait une confiance absolue fit disparaître leur fortune. La honte et le stress brisèrent son père, entraînant une crise cardiaque mortelle seulement 6 mois plus tard. Ils avaient tout perdu, les appartements, les œuvres d'art, les amis qui s'étaient évaporés comme la brume du matin. Il ne restait plus qu'Isabella, sa mère malade et une montagne de dettes. La voix tranchante de Jean-Pierre, le manager tatillon du restaurant, la ramena à la réalité. C'était un homme grand et mince aux moustaches grises et à l'expression éternelle de désapprobation qu'il avait élevé au rang d'art. « Oui, Jean-Pierre », répondit Isabella. Sa voix était calme, ne trahissant pas son trouble intérieur. Table 7. Sterling Blackwood. Il a demandé le meilleur serveur. Je lui ai dit que nous n'en avions que des excellents. Ne me fais pas passer pour un menteur. Il est exigeant. Le cœur d'Isabella se serra. Sterling Blackwood. Son nom était murmuré dans les colonnes financières et les blogs mondains, mélange d'admiration et de dégoût. Magnat de la tech, milliardaire self-made qui avait gravi les échelons grâce à une stratégie de terre brûlée. Il incarnait les « nouveaux riches », bruyants, criards,
dépourvu de la subtilité de la vieille garde qui fréquentait habituellement Lucien. Il était connu pour ses pourboires généreux quand il était satisfait, et pour les humiliations publiques du personnel quand il ne l'était pas. Pour lui, le service n'était pas une interaction, mais un spectacle payant, et il exigeait la perfection. « Bien sûr, Jean-Pierre », dit-elle en ajustant son tablier. Elle inspira profondément, chassant l'image du visage pâle de sa mère et le sombre pronostic du médecin. Aujourd'hui, elle n'était pas Isabella Rossi, fille de Nicolas, fantôme d'une maison déchue. Elle était simplement serveuse, et elle devait être la meilleure. Elle prit 2 menus reliés en cuir. L'inscription dorée du restaurant rafraîchit ses doigts. En s'approchant de la table 7, cachée dans une alcôve intime avec des rideaux de velours, elle entendait déjà sa voix. Un baryton fort et suffisant qui tranchait l'atmosphère raffinée du restaurant comme une sirène. Le spectacle commençait. Sterling Blackwood ne s'asseyait pas simplement dans son fauteuil, il l'occupait, il le colonisait. C'était un homme imposant, athlétique, qui parlait de la vie avec un appétit vorace. Son costume Brioni, ridiculement cher, était taillé pour contenir sa masse, mais ne pouvait masquer l'énergie prédatrice et agitée qui émanait de lui. Son visage était rougeau, ses cheveux argentés coiffés en arrière avec une précision agressive. En face de lui était assise une femme sculptée dans la porcelaine et le clair de lune. Elle s'appelait Crystal, mannequin débutante dont la carrière était alimentée par le patronage de Blackwood. Elle ressemblait moins à une compagne qu'à un accessoire raffiné récemment acquis. Isabella s'approcha de la table avec une assurance maîtrisée. « Bonsoir, monsieur Blackwood. Bienvenue chez Lucien. Je m'appelle Isabella. Je serai votre serveuse ce soir. » Blackwood ne la regarda pas. Il faisait défiler son téléphone. Son doigt épais glissait impatiemment sur l'écran. Eau plate, islandaise, avec une seule tranche de citron. Pas de zeste. La peau coupée. Compris? Grogna-t-il sans lever les yeux. Crystal sourit nerveusement. Et gazeuse pour moi, s'il vous plaît. Bien sûr, répondit Isabella. Son ton resta inchangé. Elle avait l'habitude d'être un simple réceptacle pour les commandes. L'effacement quotidien faisait partie du métier. En revenant avec l'eau préparée exactement selon ses exigences, elle remarqua qu'il était maintenant en train de pérorer. Sa voix était trop forte pour l'atmosphère feutrée. Il racontait à Crystal une récente acquisition hostile. « Je leur ai dit, soit vous me vendez la compagnie à mon prix, soit je la brûle jusqu'à terre avec vous. » Bien sûr, métaphoriquement, ricana-t-il. Son rire ressemblait à des cailloux dans un tambour. Plusieurs clients aux tables voisines lancèrent des regards discrets et irrités. Crystal gloussa. Son rire ressemblait à de petites clochettes, mais ses yeux restaient vides. Isabella posa silencieusement l'eau. Blackwood daigna enfin lever les yeux et la balaya d'un regard évaluateur et indifférent, comme un fermier inspectant du bétail. « Isabella. »« Oui, dit-il. »« Oui, monsieur. » Le manager m'a dit qu'il envoyait la meilleure. On va voir. Je suis un homme occupé. Je n'ai pas besoin d'incompétence. Il referma le menu comme s'il l'avait déjà lu. Je n'en ai pas besoin. Apportez-moi le meilleur de tout. Une bouteille de Pétrus 1982 pour commencer. Isabella conserva son sang-froid, même si un nœud se forma dans son ventre. Le château Pétrus 1982 était une légende. La bouteille était conservée dans un coffre à température contrôlée. Elle coûtait 40 000 $. C'était un vin à déguster, à discuter, à vénérer. Il l'avait commandé comme un soda light. « Excellent choix, monsieur », dit-elle avec fluidité. Cependant, notre sommelier, monsieur Dubois, s'occupe habituellement personnellement de la décantation des vins de ce niveau. Voulez-vous que je l'invite? Blackwood balaya l'air de la main. Pas besoin de leçon d'un type avec une chaîne. Apportez simplement le vin et la nourriture. Débrouillez-vous. Impressionnez-moi. Il se tourna vers Crystal, laissant Isabella dans l'ombre de son ordre. Elle se retira vers le poste du sommelier. Son esprit bouillonnait. C'était un test. Un jeu de pouvoir. Il ne s'intéressait ni à la nourriture ni au vin. Il s'intéressait à l'obéissance et au spectacle. Elle consulta Jean-Pierre et le chef Antoine. Un plan fut établi, un menu dégustation en plusieurs services, un défilé des créations les plus ambitieuses du chef, destiné à montrer le sommet de la gastronomie française. C'était un défi qu'il ne pouvait refuser.
Le premier plat fut une huître sur demi-coquille avec une mousse de yuzu et une légère touche de caviar au siètre. Isabella le servit avec une grâce silencieuse. Blackwood grogna, avala l'huître d'un trait et retourna à son téléphone. Crystal, en revanche, regardait le plat avec une admiration sincère. Son masque craqua un instant point. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle pendant que Blackwood était distrait par un appel. Isabella s'autorisa un léger sourire sincère. Le chef sera ravi de l'entendre. Au fil de la soirée, la dynamique à la table devint évidente. Blackwood aboyait ordre et déclaration, tandis que Crystal servait d'écho beau et silencieux. Il se plaignit que le foie gras était légèrement trop froid. Il déclara que la soupe de homard avait besoin de plus de cognac, bien qu'elle ait été préparée dans le style traditionnel délicat. Chaque remarque n'était pas un retour constructif, mais une affirmation de son expertise supposée, une façon de rappeler à tous dans son orbite son pouvoir. Isabella absorbait chaque critique avec un calme affûté, comme la mer qui avale les caprices de la tempête, mais à l'intérieur d'elle, une flamme lente s'embrasait. Cet homme avec ses manières grossières et sa compagne louée était assis dans le temple de la culture française et le traitait comme un fast-food au bord de la route. Il était un touriste dans un monde que son père avait vénéré, un monde qu'Isabella avait autrefois appelé maison. Il voyait le prix de tout et la valeur de rien. L'ironie était amère. Elle, capable de disserter sur les nuances des tableaux de Chardin ou le symbolisme dans les romans de Proust, servait un homme qui ne faisait pas la différence entre Manet et Monet. Elle ressentait une nostalgie fantôme pour la maison. Pas pour un lieu, mais pour une époque. Une époque où, pendant le dîner, on parlait d'art et d'histoire, et non de cours. De bourse et de conquête corporate. Une époque où son père testait ses connaissances des conjugaisons françaises, ses yeux brillants de fierté quand elle répondait parfaitement. Cette vie semblait à 1 million de kilomètres, un conte de fées dans lequel elle avait autrefois vécu. Ici, dans la cage dorée du restaurant, elle n'était que Isabella, serveuse, dont l'existence se réduisait à deviner les caprices de gens comme Sterling Blackwood. Le pire, elle le savait, était encore à venir. Le moment décisif de la soirée arriva avec le plat principal. Le chef Antoine avait préparé son chef-d'œuvre, le canard pressé, un plat spectaculaire de l'ancien monde où un canard entier était théâtralement découpé et pressé à table dans un appareil en argent brillant pour en extraire les jus destinés à une sauce riche et décadente. C'était un morceau de théâtre culinaire, un hommage aux grandes traditions des dîners parisiens. Isabella savait que c'était un choix risqué avec un homme comme Blackwood. Cela exigeait de la patience et de l'appréciation, des qualités qu'il n'avait pas encore montrées. Quand elle approcha le chariot de la table, Jean-Pierre observait de loin. Son visage était un masque de neutralité professionnelle, derrière lequel Isabella lisait de l'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ?» demanda Blackwood, en rangeant enfin son téléphone. Son intérêt s'était éveillé devant le complexe pressoir en argent. Isabella commença l'explication. Sa voix était calme et précise. « C'est le canard pressé, monsieur. Un plat classique créé par le chef Frédéric Delair au Tour d'Argent à Paris au XIXe siècle. Nous rôtissons le canard. La poitrine est servie saignante, et le reste de la carcasse est pressé pour créer une sauce à partir de son essence même, enrichie de cognac et de madère. » Elle exécuta le rituel avec la précision d'un chirurgien. Ses mouvements étaient fluides et économiques. Elle découpa la poitrine du canard en médaillons rubis parfaits. Mais quand elle commença à placer la carcasse dans le pressoir, Blackwood leva la main. « Stop. Saignante. Je ne mange pas de viande crue. Faites-la cuire plus. Et je veux la cuisse, pas la poitrine. » Isabella se figea, tenant encore le couteau en argent. « La poitrine de canard chaland est servie saignante pour préserver sa tendreté, monsieur. Les cuisses sont traditionnellement utilisées pour la sauce ou confites pour un autre plat. Si on cuit la poitrine plus, cela rompra l'intégrité du plat. » Elle choisissait soigneusement ses mots, mais ce fut une erreur. Le mot « rompra » claqua dans l'esprit de Blackwood comme un interrupteur. Il sonnait comme un défi, une insinuation qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Son visage s'assombrit. « Rompra », répéta-t-il. Sa voix devint dangereusement basse. « Ma petite, je paie pour ce dîner. L'intégrité qui m'intéresse, c'est celle de ma satisfaction. Si je veux un canard cuit jusqu'à la consistance d'une chaussure en cuir, tu m'apporteras une chaussure en cuir. Maintenant, remporte ça et fais-le préparer. Et apporte-moi la cuisse. » Crystal se recroquevilla dans son fauteuil, le regard fixé sur son verre d'eau.
Le doux bourdonnement du restaurant sembla s'arrêter quand les tables voisines se turent, sentant le conflit naissant. L'entraînement d'Isabella lui criait d'obéir. Le client a toujours raison. Mais la voix de son père résonnait plus fort dans sa mémoire. Ne cède jamais à l'ignorance, Isabella. Défends les standards de beauté et de perfection, même si les autres ne les comprennent pas. Très bien, monsieur, dit-elle. Sa voix était tendue. Je vais t'informer le chef de vos préférences. Elle retourna en cuisine, portant la poitrine de canard parfaitement préparée sur un plateau d'argent, se sentant comme un soldat vaincu sur le champ de bataille. Le chef Antoine, un Gascon au tempérament volcanique, vit l'assiette et son visage devint orageux. « Il a dit quoi ?» explosa Antoine en saisissant une serviette et en la tordant dans ses mains. « Ce barbare. Ce n'est pas un steakhouse. Il veut détruire mon art. »« C'est un client, Antoine, » dit Jean-Pierre en entrant dans la cuisine, le visage sombre. « Fais ce qu'il demande. » À contre-cœur, le personnel de cuisine fit trop cuire la tendre poitrine de canard jusqu'à un gris terne. Ils firent rôtir la cuisse. C'était un sacrilège culinaire. Quand Isabella revint avec le plat modifié, Blackwood l'examina avec un sourire suffisant. « Tu vois, ce n'était pas si compliqué. » Il mordit dans un morceau, mâcha pensivement, puis jeta bruyamment sa fourchette sur l'assiette. Sec, dur, dégoûtant. Il fixa Isabella comme si c'était sa faute. « Votre chef est un dilettante. » Ce fut l'étincelle. L'injustice de les avoir forcés à gâcher un plat parfait juste pour se plaindre du résultat inévitable était insupportable. Une étincelle de rébellion traversa le visage d'Isabella avant qu'elle ne puisse la cacher. Blackwood la remarqua. Il se pencha en avant. Ses yeux se plissèrent en fente prédatrice. Il cherchait un moyen d'augmenter la pression, de restaurer sa supériorité. Son regard tomba sur le menu posé au bord de la table. Il le saisit, l'ouvrit et pointa du doigt un élément au hasard. Une description complexe de dessert. Grand marnier soufflé avec une légère crème anglaise parfumée à la vanille de Tahiti. Il fourra le menu dans les mains d'Isabella. « Bon, essayons autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi ce que c'est. » Isabella regarda l'élément. « C'est un soufflé Grand Marnier, monsieur. Il est servi avec... » Il l'interrompit. Sa voix monta jusqu'à un rugissement théâtral qui couvrit tout le restaurant. Il pointa son doigt épais sur les mots français. « Non, non, non. Lis. Lis ce qui est écrit. » Il sourit avec une cruelle assurance. Il était convaincu de l'avoir piégé. Il supposait, comme beaucoup, que la serveuse, servante anonyme, était inculte, parlait peut-être à peine anglais, sans parler de français. Il avait tendu un piège pour la faire passer pour incompétente et justifier sa colère. Il se renfonça dans son siège. Sa voix dégoulinait de condescendance, et il s'adressa à Cristal, mais assez fort pour que tout le monde entende. Voilà le problème avec ces endroits. Ils se donnent des airs avec leurs menus étrangers prétentieux. C'est pathétique. Il fit un geste négligent vers Isabella, portant le coup de grâce. Comment pouvons-nous commander un dessert si elle ne sait même pas lire le menu ? Les mots restèrent suspendus dans l'air, épais et venimeux. Tous les regards dans le restaurant étaient maintenant rivés sur leur table, sur la serveuse humiliée et le milliardaire triomphant. Cristal semblait choqué. Jean-Pierre se mit en mouvement depuis son poste. Son visage était un masque de rage contenue. Mais Isabella ne flancha pas. Elle ne pleura pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle resta parfaitement immobile. Sa colonne vertébrale était droite comme une barre d'acier. La fatigue dans ses yeux disparut, remplacée par un feu soudain, vif et dangereux. Le fantôme en tablier avait disparu. Isabella Rossi était sur le point d'apparaître. Pendant une longue minute, le seul son fut le faible bourdonnement inquiet de la climatisation. Sterling Blackwood se renfonça dans son fauteuil en velours. Un sourire suffisant et triomphant s'étalait sur son visage. Il avait gagné. Il avait exposé la prétention de l'établissement à travers l'ignorance supposée de son personnel. Il attendait qu'elle commence à bégayer, à s'excuser, à appeler le manager, à craquer. Elle ne fit rien de tout cela. Isabella fit un petit pas délibéré vers la table. Elle prit doucement le menu de ses mains. Ses doigts le touchèrent légèrement, un contact froid comme de la neige qui tombe. Elle tenait le menu non pas comme une serveuse, mais comme une érudite tenant un manuscrit rare. Elle inclina légèrement la tête. Ses yeux de miel se fixèrent sur les siens.
Le feu en eux était maintenant un rayon laser maîtrisé. Quand elle parla, sa voix avait changé. Le ton serviable et pratiqué de la serveuse avait disparu. À sa place se trouvait une voix de clarté pure et cristalline, pleine d'une autorité absolue. Et les mots qui coulèrent de ses lèvres n'étaient pas en anglais. « Bien sûr, monsieur », commença-t-elle. Son accent français était si parfait, si impeccablement parisien, que la salle plongea dans un silence encore plus profond. Jean-Pierre se figea à mi-pas. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Les yeux de Cristal s'élargirent de stupéfaction. Le regard d'Isabella ne quittait pas Blackwood. Le sourire sur son visage commença à s'effacer, remplacé par un éclair de confusion. Elle continua. Sa voix était maintenant un flux mélodieux et assuré. Elle ne lisait pas simplement la ligne du menu, elle la déclamait comme un vers de poésie. Grand Marnier soufflé avec une crème anglaise à la vanille de Tahiti. Elle fit une pause, laissant les mots s'installer dans le silence de la salle. Puis elle baissa le menu et commença à parler avec fluidité, passant à une explication éloquente et détaillée, toujours en français impeccable. C'est un dessert d'une légèreté exquise, monsieur. Un soufflet classique qui s'élève fièrement au-dessus de sa forme, avec l'arôme d'orange amère du Grand Marnier. La chaleur du liqueur se marie à la douceur d'un nuage d'œufs et de sucre. Il est servi avec une crème anglaise, mais pas n'importe laquelle. Celle-ci est infusée avec de la vraie vanille de Tahiti aux notes florales, presque cerise, bien plus complexe que sa cousine de Madagascar. Le visage de Blackwood passa de la suffisance à la confusion, puis à la mâchoire pendante. Il ne comprenait pas un mot, mais il comprenait le ton. Il comprit que la condescendance qu'il lui avait montrée lui était maintenant renvoyée, mais avec grâce et intelligence qu'il ne pourrait jamais atteindre. Isabella n'avait pas terminé. Elle hocha légèrement la tête vers la carte des vins. « Si vous me permettez, le pétrus que vous avez choisi, bien qu'excellent, écrasera la subtilité d'un tel dessert. Un choix plus judicieux serait un château d'Yquem, peut-être du millésime 2015. Ces notes de miel, d'abricot et de safran compléteraient le Grand Marnier sans le dominer. Ou si vous voulez conserver l'esprit d'orange, un vin de paille du Jura offrirait une acidité inattendue qui nettoierait le palais. » Elle reposa soigneusement le menu sur la table, puis passa à un anglais parfait, sans accent. Sa voix était maintenant froide et précise. « Ou, si c'est trop compliqué, nous avons un excellent lava cake au chocolat. Il est très populaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Il fut brisé par un seul son sec. À une table d'angle, un gentleman âgé, impeccablement vêtu, commença à applaudir. Un applaudissement lent, délibéré, qui se propagea dans la salle. Plusieurs autres clients, enhardis, se joignirent à lui. Ce n'était pas une ovation bruyante, mais une vague légère d'applaudissements discrets et reconnaissants pour la serveuse qui venait de démonter un malotru avec seulement son intelligence et une langue qu'il ne comprenait pas. Le visage de Sterling Blackwood devint une toile bigarrée de pourpre et de rouge. Il était totalement, absolument humilié. On l'avait démasqué non seulement comme un grossier personnage, mais comme un grossier personnage ignorant. Il tenta de frapper vers le bas et découvrit avec horreur qu'il se trouvait lui-même en bas. Cristal regardait Isabella avec une admiration pure et sincère. Il jeta sa serviette sur la table. Sa chaise grinça bruyamment sur le sol. Quand il se leva, il fouilla dans son portefeuille, jeta quelques billets de $100 sur la table, bien moins que le coût du vin, et pointa un doigt tremblant vers Isabella. « Tu es fini » siffla-t-il. Sa voix, dépourvue de son tonnerre précédent, était devenue un murmure rauque. « Je vais faire en sorte qu'on te licencie. J'achèterai ce restaurant pour te virer personnellement. » Il se retourna et se dirigea à grands pas vers la sortie. Cristal se précipita derrière lui, laissant le dîner à moitié terminé et la bouteille de vin à $40 000 sur la table. Isabella le regarda partir, son expression impénétrable. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle ne l'avait pas insulté directement. Elle avait simplement tendu un miroir, et il s'était brisé en voyant son reflet. Quand la porte se referma derrière lui, Jean-Pierre s'approcha lentement d'elle. Il ajusta sa cravate. Un sourire presque imperceptible jouait sur ses lèvres. « Mademoiselle Rossi, » dit-il, une nouvelle forme de respect dans la voix. « Je suppose que le chef Antoine voudrait vous remercier personnellement pour avoir défendu l'honneur de son canard. » De la table d'angle, le gentleman âgé qui avait commencé les applaudissements se leva maintenant et s'approcha d'elle. Son visage bienveillant et familier tira sur un coin de la mémoire d'Isabella. « C'était la rhétorique la plus élégante que j'ai vue depuis des années, » dit-il d'une voix chaleureuse.
Ton père serait incroyablement fier. Cela fait longtemps, Isabella. Isabella le fixa. Son cœur se mit soudain à battre la chamade. Et alors elle comprit. C'était Arthur Bowman, le plus vieil ami de son père. Après la chute, le plus distant. Le monde sembla basculer. Le départ de Sterling Blackwood laissa un vide dans le restaurant qui fut rapidement rempli par le bourdonnement de murmures excités. Les clients, auparavant occupés par leurs propres affaires, regardaient maintenant ouvertement la table 7. Leurs visages exprimaient un mélange d'amusement et d'admiration pour Isabella. La tension qui étouffait la salle fut remplacée par une énergie étrange, presque festive. Le dragon avait été terrassé. Isabella, cependant, avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'adrénaline qui avait coulé en elle pendant la confrontation reculait maintenant, la laissant tremblante et vulnérable. La vue d'Arthur Bowman debout devant elle était un choc bien plus grand que l'esclandre de Blackwood. « Monsieur Bowman » souffla-t-elle. Sa voix était à peine audible. « Je ne savais pas que vous étiez ici. » Arthur Bowman était un homme qui portait son âge comme un costume bien coupé, avec dignité et grâce. Ses yeux bleu pâle intelligents contenaient une profonde tristesse quand il la regardait. Il avait été le plus proche confident de son père, un compagnon dans l'amour de l'art et de la littérature. Il l'appelait oncle Arthur. Après la mort de son père, il avait simplement disparu de leur vie. Sa mère disait que c'était trop douloureux pour lui. Un rappel de ce qui avait été perdu. « Je dîne souvent ici, dit-il doucement, mais rarement avec un tel spectacle. » Il désigna la chaise vide à sa table. « S'il te plaît, Isabella, si ton manager le permet. » Jean-Pierre, qui observait la conversation, hocha brièvement la tête avec respect. « Bien sûr, mademoiselle Rossi. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » L'adresse formelle n'échappa pas à Isabella. Quelque chose dans son statut avait fondamentalement changé cette nuit-là. Elle accompagna Bowman à sa table. Ses jambes semblaient instables. Elle s'assit, les mains fermement jointes sur ses genoux. Le tissu amidonné du tablier paraissait soudain ridiculement déplacé. « Je dois m'excuser, Isabella » commença-t-il. Sa voix était basse et sincère. « Pour ne pas avoir repris contact après la mort de Nicolas. Mon silence n'était pas de l'indifférence, mais de la honte. » Isabella le regarda, perplexe. « De la honte ? Pourquoi ?» Il soupira, un son lourd et fatigué. « Parce que je savais. Je savais ce qui était arrivé à ton père et je n'ai rien fait. J'ai été un lâche. » Il se pencha en avant. Son expression était grave. « Ton père n'a pas simplement été victime d'un mauvais investissement. Il a été méthodiquement et intentionnellement détruit. Il a été trahi. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Trahi. Isabella l'avait toujours su, elle l'avait senti au plus profond d'elle-même. Mais l'entendre à voix haute de la part de quelqu'un qui était là lui donna une nouvelle pesanteur terrifiante. « Le partenaire, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Celui à qui il avait confié notre portefeuille. »« Ce n'était pas un partenaire, dit Bowman avec mépris. C'était un vautour, un parasite qui s'était accroché au bon nom de ton père pour accéder à un monde dans lequel il n'aurait jamais pu entrer seul. C'était un jeune arriviste impitoyablement ambitieux dans le monde de la technologie. Il voyait le portefeuille de ton père non comme une responsabilité, mais comme un levier. » Un froid horreur commença à ramper le long du dos d'Isabella. Une terrible et impossible suspicion se formait dans son esprit. « Cet homme, continua Bowman, a convaincu ton père d'investir de grosses sommes dans une série de start-up technologiques à haut risque. Puis il a utilisé ce capital comme garantie pour parier contre les mêmes actions, créant une cascade d'échecs. Il a orchestré l'effondrement. Quand tout s'est écroulé, ton père est resté avec des dettes et une honte publique. Le partenaire est parti avec une fortune, utilisant les profits pour lancer sa propre société phare. Il a construit son empire sur les ruines de la vie de ton père. » Isabella pouvait à peine respirer. La pièce semblait se resserrer autour d'elle. L'image de l'homme suffisant et belliqueux qui venait de quitter le restaurant en trombe surgit dans son esprit. La voix forte, les discussions sur les acquisitions hostiles, la philosophie de tout brûler jusqu'à terre. « Qui était ce » murmura-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Le regard de Bowman était plein de pitié. À l'époque, il était plus jeune, plus mince, plus affamé. Il n'avait pas encore gagné ses milliards, mais la graine du monstre qu'il deviendrait était déjà là.
Il s'appelait simplement Sterling. Sterling Blackwood. Le nom la frappa comme un coup physique. Isabella sentit l'air quitter ses poumons. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une rencontre fortuite avec un client grossier. L'univers, dans un moment d'ironie cosmique cruelle, l'avait mise face à face avec l'architecte de la destruction de sa famille, l'homme qui avait causé la mort de son père, la maladie de sa mère, sa propre chute des sommets. Et elle lui avait servi de l'eau. Elle lui avait présenté sa nourriture. Elle avait supporté ses insultes sans savoir qu'il était la source de toute sa douleur. Une vague de nausée la submergea. L'humiliation qu'elle avait ressentie quelques minutes plus tôt n'était rien comparée à cela. La victoire qu'elle avait savourée s'était transformée en cendres dans sa bouche. Elle n'avait pas simplement réduit au silence un milliardaire grossier. Sans le savoir, elle avait joué à un jeu de salon avec l'homme qui lui avait volé sa vie. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda-t-elle. Sa voix était pleine de larmes non versées. « Pourquoi nous as-tu laissé penser que c'était juste une erreur ?»« Ta mère me l'a interdit, » dit doucement Bowman. Sophia savait que Nicolas chercherait justice, et cela l'aurait consumé. Elle voulait que ces derniers mois soient libres de ce poison. Après sa mort, elle m'a fait promettre de ne rien te dire. Elle ne voulait pas que tu portes ce fardeau avec elle. Elle voulait que tu vives ta vie, que tu avances. Isabella pensa à sa mère, fragile mais fière, la protégeant même de la vérité. Le poids de cet amour, de ce sacrifice, était immense. J'ai tenu cette promesse, continua Bowman. Mais je t'ai surveillée de loin, Isabella. J'ai vu que tu avais pris ce travail. J'ai vu la fatigue dans tes yeux. Et aujourd'hui, quand je t'ai vu lui tenir tête avec l'intelligence de ton père et la grâce de ta mère, j'ai compris que ma promesse avait expiré. Tu n'es plus une enfant qu'il faut protéger. Tu es une femme qui mérite de savoir contre qui elle s'est battue. Il tendit la main par-dessus la table et couvrit la sienne. Ce que Blackwood a fait était légalement irréprochable. Il a utilisé des sociétés écrans et des failles. Ton père, un homme d'honneur et de poignée de main, ne l'aurait jamais anticipé. Il n'y a pas de recours juridique, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Il la regarda. Ses yeux bleus étaient clairs et déterminés. Tu es la fille de ton père, Isabella. Tu as son intelligence, ses capacités linguistiques, sa profonde compréhension de la culture. C'est ce que Sterling Blackwood, malgré tous ses milliards, désire désespérément et ne pourra jamais avoir. Il achète de l'art, mais ne le comprend pas. Il sponsorise des galas, mais n'a aucune grâce. Il collectionne des objets, mais n'a pas d'âme. Il sortit une carte de visite de son portefeuille. Elle était en papier crème épais avec un élégant gaufrage. Fondation Bowman pour les arts. Je cherche depuis des mois une directrice des acquisitions européennes, dit-il. Quelqu'un avec un goût impeccable, un français impeccable et la persévérance nécessaire pour naviguer dans le monde souvent perfide du commerce international de l'art. Quelqu'un que ton père aurait recommandé. Il semble que le destin soit intervenu. Isabella fixa la carte, puis son visage. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié. C'était une bouée de sauvetage, mais plus encore une clé. Une clé de retour dans le monde qui lui avait été volé. Un monde où elle ne serait plus servante, mais égale. Un monde où elle pourrait un jour rencontrer Sterling Blackwood sur un tout autre champ de bataille. Cette nuit-là, Isabella rentra chez elle en marchant dans les rues endormies du Queens. Les lumières de la ville se brouillaient en longues traînées brumeuses, reflétant le chaos de ses pensées. La carte de visite dans sa poche semblait incroyablement lourde. Un petit rectangle de papier représentant l'effondrement possible d'une vie et la création d'une autre. Sa rencontre avec Sterling Blackwood semblait maintenant un prologue, une douloureuse et étrange préface à la véritable histoire qui ne faisait que commencer. Elle entra silencieusement dans le petit appartement. L'odeur de lavande et de vieux livres, l'odeur de lavande et de vieux livres, l'odeur de sa mère, emplissait l'air. Une lumière douce brillait dans le salon, où Sophia Rossi était assise dans son fauteuil préféré, un châle sur les épaules et un livre ouvert sur les genoux. « Tu rentres tard », dit Sophia. Sa voix était douce mais vive. Elle avait l'habitude d'attendre, un instinct maternel qu'aucune maladie ne pouvait supprimer. « C'était une longue nuit », répondit Isabella en s'asseyant sur le pouf aux pieds de sa mère. Sophia étudia le visage de sa fille. Son regard perspicace ne manquait rien. Elle voyait la fatigue, mais en dessous, un nouveau trouble inconnu. « Que s'est-il passé, mon trésor ?» Et Isabella lui raconta tout.
Elle commença par l'arrogance de Sterling Blackwood, ses exigences, l'incident du canard. Elle décrivit l'insulte explosive finale. Quand elle raconta sa réponse, un lent sourire fier apparut sur le visage de Sophia. En français, demanda Sophia. Ses yeux s'illuminèrent. Comme j'aurais aimé voir ça. Ton père aurait applaudi. Quelqu'un a applaudi, dit doucement Isabella. Et puis elle raconta la seconde partie de l'histoire. L'apparition d'Arthur Bowman, la révélation dévastatrice sur le rôle de Blackwood dans la chute, la vérité que sa mère avait cachée pendant des années. Au fur et à mesure de son récit, le sourire fier de Sophia s'effaça, remplacé par une expression de profonde tristesse et de regret. Des larmes montèrent dans ses yeux. « Je pensais te protéger », murmura-t-elle. Sa voix tremblait d'émotion. « Je ne voulais pas que tu portes cette haine. Ton père était plein de lumière, et cet homme, il l'a prise. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il prenne aussi la tienne. Tu m'as protégée, maman, dit Isabella en prenant la main fragile de sa mère. Tu m'as donné une chance de grandir sans cette ombre. Mais je ne suis plus une enfant. Et aujourd'hui je crois que j'ai enfin compris. Elle sortit la carte de visite de sa poche et la montra à sa mère. Monsieur Bowman m'a proposé un travail. Sophia prit la carte. Ses doigts caressèrent les lettres gaufrées. Fondation Bowman pour les arts. C'était un nom de leur ancienne vie. Un monde d'ouverture de galeries, de previews privés et de débats passionnés sur l'esthétique. Un monde qu'ils pensaient perdu pour toujours. Directrice des acquisitions européennes, dit Isabella. Le titre sonnait étranger et incroyablement majestueux dans sa bouche. Il veut que je travaille pour lui, que je voyage, que j'utilise mes langues, mon éducation, tout ce que papa m'a appris. Sophia regarda de la carte au visage de sa fille, et pour la première fois depuis longtemps, une véritable et libre lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. Le poids de son secret et de sa maladie sembla reculer un instant point. Nicolas disait toujours qu'Arthur avait le meilleur œil dans le métier. Mais toi, elle toucha doucement la poitrine d'Isabella, tu as l'âme. Il disait que tu ne vois pas seulement un tableau, tu ressens son histoire. Elle serra la main d'Isabella. Ce n'est pas un travail, Isabella. C'est une restauration. La décision, en fin de compte, n'en fut pas une. C'était une évidence. C'était une chance non pas de vengeance, mais de retour. Une possibilité d'honorer l'héritage de son père, non pas en poursuivant son fantôme, mais en entrant dans la lumière elle-même. C'était un moyen, enfin, de permettre à sa mère de suivre un traitement agressif sans dépendre des caprices de milliardaires cruels. Le soir suivant, Isabella se rendit chez Lucien non pas en uniforme, mais dans une robe simple et élégante qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Elle passa devant le pupitre de l'hôtesse et se dirigea directement vers le bureau de Jean-Pierre. Il leva les yeux. Son expression était impénétrable. « Rossi, je ne t'attendais pas avant ton service. »« Je ne viens pas pour le service, Jean-Pierre, » dit-elle. Sa voix était ferme. Elle posa le tablier et l'uniforme soigneusement plié sur son bureau. « Je viens donner ma démission. » Jean-Pierre se renfonça dans son fauteuil, joignant les doigts en clocher. Il regarda l'uniforme, puis elle. Il ne semblait pas surpris. « Blackwood a appelé ce matin, dit-il. Il exigeait ton licenciement, il menaçait de nous ruiner. J'ai passé toute la journée à gérer les appels d'investisseurs. » Le cœur d'Isabella se serra. « Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas. » Il leva la main, l'arrêtant. Je lui ai dit, un rare sourire fin apparut sur les lèvres de Jean-Pierre, que mademoiselle Rossi est l'une des meilleures professionnelles avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler, et que chez Lucien, nous ne nous inclinons pas devant les exigences des voyous. Je lui ai dit qu'il pouvait bien sûr emmener son argent ailleurs, pour toujours. Isabella était stupéfaite. « Tu n'as pas créé de problème, Isabella, » continua-t-il. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Tu nous as rappelé qui nous devions être. Cet endroit est un lieu d'art et de culture, pas simplement une mangeoire pour les riches. Tu as plus de classe dans ton petit doigt que cet homme dans tout son compte en banque. Nous serons désolés de te perdre. » Il se leva et tendit la main. « Où vas-tu ? » « À la Fondation Bowman, » répondit-elle en lui serrant la main. « Directrice des acquisitions européennes. » Les sourcils de Jean-Pierre se soulevèrent. Il hocha lentement la tête. Une profonde compréhension apparut sur son visage. « Donc tu ne quittes pas ce monde. Tu changes simplement ta place à table. » Il sourit.
Cette fois sincèrement, chaleureusement. Va et rends ton père fier. Quand Isabella sortit de Lucien pour la dernière fois, le poids du tablier disparut enfin, béni. Elle sortit dans l'air du soir de Manhattan. Plus un fantôme en uniforme, mais une femme avec un passé qu'elle comprenait désormais et un avenir qu'elle était prête à saisir. Le menu de sa vie avait changé, et elle était enfin prête à passer commande. 6 mois plus tard. 6 mois semblaient une vie entière. Isabella, qui marchait désormais avec assurance dans les galeries silencieuses de Genève et les salles des ventes animées de Paris, était loin de la femme qui avait autrefois équilibré des plateaux d'huîtres et de champagne. Vêtue de tailleur strict, armée d'un savoir redoutable hérité de son père et affûtée par ses propres instincts aiguisés, elle ne s'était pas seulement adaptée à son nouveau rôle, elle s'était envolée. Arthur Baumann était devenu un véritable mentor. Il voyait en elle la même étincelle que son père avait appréciée. Une compréhension intuitive de l'art qui dépassait les connaissances académiques. Elle avait le don de trouver des perles cachées dans des boutiques d'antiquités poussiéreuses, de négocier avec des collectionneurs capricieux et de parler d'une œuvre d'art avec une passion contagieuse et convaincante. Elle avait acquis pour la fondation un croquis perdu de Fragonard et conclu magistralement une affaire pour une collection de lettres impressionnistes. Son nom commençait à être murmuré avec respect dans les cercles où l'origine signifiait tout. Avec son nouveau salaire et l'excellente assurance maladie de la fondation, elle avait déménagé sa mère dans un appartement plus lumineux et confortable avec un petit jardin. Le traitement agressif fonctionnait. La lumière revenait dans les yeux de Sophia. Ses forces se reconstituaient lentement mais sûrement. Pour la première fois depuis la mort de son père, Isabella ressentait de la stabilité, de l'espoir. L'ombre de Sterling Blackwood, autrefois une obscurité dévorante, commençait à reculer. Le point culminant de ces 6 premiers mois de travail fut le gala de charité annuel de la Fondation au Musée d'Art Moderne. C'était l'événement mondain et philanthropique de la saison, une soirée brillante où se rencontraient les vieilles fortunes de New York et la nouvelle élite. Isabella, en tant que membre clé de l'équipe des acquisitions, n'était pas simplement une invitée. Elle faisait partie du tissu même de l'événement. Elle se déplaçait dans la foule avec une assurance légère, saluant les conservateurs de musées et les artistes. Sa maîtrise du français et de l'italien ouvrait des portes et construisait des ponts. Elle se tenait avec M. Baumann près d'une immense sculpture de Giacometti, discutant d'une potentielle acquisition, quand elle le vit. Sterling Blackwood tenait un discours près du bar. Sa voix était aussi forte et agaçante que dans son souvenir. Il était entouré d'un autre groupe de lèche-bottes, mélange d'investisseurs technologiques et de jeunes politiciens. Sa compagne était différente, une autre jeune femme incroyablement belle, preuve du caractère jetable qu'il attribuait aux gens. Il essayait de projeter une sophistication culturelle, gesticulant vers un tableau et parlant avec ce qu'il considérait visiblement comme de l'autorité. Tout est une question de destruction de la forme, vous comprenez, tenait-il. Ce type, Rodin, il était un destructeur du marché. Génial. Isabella ressentit un choc, un écho froid de cette nuit au restaurant. Mais maintenant, tout était différent. Il n'y avait plus de peur, plus de nœuds d'anxiété dans l'estomac, seulement un calme clair et serein. Elle n'était plus sa serveuse. Elle n'était plus sa victime. Baumann remarqua la direction de son regard. « Ah, dit-il doucement, notre invité indésirable. Il achète une table corporate chaque année. Une pitoyable tentative d'acheter la classe qui lui manque si cruellement. » Comme s'il avait senti son regard, Blackwood se tourna. Ses yeux balayèrent la salle et s'arrêtèrent sur Isabella. Un éclair de confusion, une vague reconnaissance. Il vit une femme sophistiquée et élégante dans une robe bleu saphir profond. Ses cheveux sombres étaient coiffés en vagues douces. Il la vit debout épaule contre épaule avec Arthur Baumann, un homme dont le respect il avait cherché pendant des années sans succès. Il fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Une rivale en affaires ? La fille d'un collectionneur ? Et puis il se souvint. Ses yeux s'élargirent imperceptiblement. Le restaurant français, l'humiliation, la serveuse. La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique. Le monde qu'il avait si soigneusement construit, où les gens étaient soigneusement classés selon leur position, se retourna complètement. La femme qu'il avait écartée comme un meuble inutile était ici, dans son monde, et avait l'air d'en être la propriétaire. Isabella ne détourna pas le regard. Elle ne sourit pas et ne fronça pas les sourcils. Elle soutint simplement son regard à travers la salle bondée. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni soif de vengeance. Elle voyait quelque chose de bien plus destructeur, l'indifférence.
Elle voyait qu'elle était passée à un niveau d'existence où il n'était plus qu'un souvenir désagréable dans son histoire. Son impuissance avait été son arme contre elle. Maintenant, debout dans sa propre force, elle l'avait complètement désarmé. C'était lui qui était maintenant mal à l'aise, une caricature grossière au milieu de véritables connaisseurs. Il avait dépensé des milliards pour entrer dans cette salle, tandis qu'elle y était entrée grâce à son propre mérite. Isabella lui adressa un dernier hochement de tête à peine perceptible. Ce n'était pas un salut. C'était un congédiement. Échec et mat. Puis elle tourna le dos à lui, reportant son attention sur Arthur Bowman et leur conversation sur l'art, l'histoire, la beauté, tout ce que son père avait aimé, tout ce que des gens comme Sterling Blackwood avaient transformé en poussière. Elle n'avait pas détruit son ennemi. Elle s'était simplement élevée si haut au-dessus de lui qu'il n'était plus visible. Et cela, elle le savait, était la victoire la plus profonde. Le dernier plat avait été servi, et c'était le goût de la justice, servi froid. L'histoire d'Isabella est un témoignage saisissant que la valeur d'une personne n'est jamais définie par son poste ou son compte en banque. Le tablier qu'elle portait n'était qu'un costume cachant un esprit forgé dans le monde de la culture et trempé dans l'adversité. Sterling Blackwood avait commis l'erreur classique des arrogants. Il avait jugé un livre par sa couverture et était resté sans voix quand ses pages avaient révélé une histoire bien plus riche et puissante que la sienne. Cette histoire nous rappelle que la dignité, l'intelligence et la grâce sont des devises que l'argent ne pourra jamais acheter. La véritable force ne réside pas dans la capacité à détruire les autres, mais dans la résilience qui permet de se reconstruire, plus fort et plus brillant qu'avant. Que pensez-vous de l'incroyable moment de triomphe d'Isabella? Avez-vous déjà vu quelqu'un sous-estimer autant une autre personne pour être ensuite réfuté de la manière la plus spectaculaire? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si l'histoire de la force tranquille et de la victoire éloquente d'Isabella vous a inspiré, merci de soutenir la chaîne en likant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et en vous abonnant pour découvrir de nouvelles histoires inoubliables tirées de la vraie vie. Merci de nous avoir écoutés.